Lorsqu'une gigantesque créature surgit soudainement de la prairie, tout le monde crut d'abord qu'il s'agissait d'un serpent monstrueux. En y regardant de plus près, ils réalisèrent que c'était en réalité la queue d'un titanosaure. Pourtant, au lieu d'être terrifié par un tel géant, Wawa prit alors un extracteur anesthésiant, le chargea, puis visa le titanosaure. S'il parvenait à en extraire le gène, l'humanité pourrait enfin trouver un remède définitif aux maladies cardiaques. Sans hésiter, Wawa tira la fléchette anesthésiante. Celle-ci se ficha dans la peau du titanosaure, lui provoquant une simple piqûre, avant que le dispositif ne collecte automatiquement un échantillon de son sang et ne le ramène à l'équipe. Après celui du mosasaure, seigneur des mers, il possédait désormais le sang du géant terrestre titanosaure. Il ne leur manquait plus que le sang du roi du ciel, le Quetzalcoatlus, pour achever la mission. Mais ce dernier vivait dans les hauteurs. Pour le trouver, il devait gravir une montagne. Même en parvenant jusqu'à lui, prélever son sang sans mourir demeurait un immense défi, car sa puissance de combat rivalisait avec celle d'un chasseur F-16. Heureusement, le docteur, après observation, eut une idée géniale. Lors de l'ascension, il avait aperçu le nid du Quetzalcoatlus. Ils fixèrent leur corde d'alpinisme et commencèrent à descendre le long de la falaise. Comme prévu, ils trouvèrent le nid à proximité d'une ancienne ruine humaine. À l'intérieur reposaient plusieurs œufs gigantesques. Le docteur inséra avec précaution une sonde dans l'un d'eux, aspirant le liquide embryonnaire sans endommager l'embryon. En peu de temps, l'extraction fut un succès. Mais alors qu'il s'apprêtait à célébrer, la mère Quetzalcoatlus rentra au nid. Furieuse, elle fondit sur le docteur, l'acculant contre la paroi. Dehors, Chiawash lui lança son marteau pour détourner son attention. Ses compagnons le hissèrent aussitôt à la corde. Henri en profita pour ramasser l'échantillon tombé, mais la corde s'enroula autour de sa jambe, tandis que la bête, déchaînée, le poursuivait de près. Les deux hommes au sommet tiraient la corde de toute leur force, mais l'instant d'après, le Quetzalcoatlus attrapa Dazuang et le dévora. Puis il se tourna vers Duncan et Martin, les attaquant à son tour. Au moment critique, les deux hommes découvrirent un passage secret dissimulé dans les buissons. Pendant ce temps, Henri, à mi-montagne, réussit enfin à récupérer l'échantillon, mais la corde, usée par le frottement contre la roche, céda. Il chuta lourdement heureusement, des branches et un bassin d'eau amortirent sa chute, lui sauvant la vie. Duncan et Martin, eux, suivirent le passage souterrain qui les mena jusqu'au pied de la montagne. Malgré les lourdes pertes, leur mission touchait presque à sa fin. Ils atteignirent finalement le point d'extraction, un laboratoire abandonné. La famille Luben, à bord d'un canot de sauvetage, était arrivée avant eux. Vanessa, furieuse, exigea de Martin des explications sur son inaction passée, mais il resta muet, déposant simplement la glacière d'échantillons à son poignet. Soudain, les lumières s'allumèrent autour d'eux, accompagnées d'une musique assourdissante. Bien que le lieu fût abandonné, le système électrique fonctionnait toujours. Puis, une créature ailée surgit du ciel, résultat d'un croisement génétique. Ils l'appelèrent le Furidraco. Agile, rapide, et d'une agressivité supérieure au Vélociraptor, il se jeta sur eux. Une lutte chaotique s'ensuivit, chacun essayant de fuir ou de le distraire. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Alors qu'ils pensaient enfin voir arriver l'équipe de secours, ils furent horrifiés. Le hélicoptère fut instantanément pulvérisé par une autre créature monstrueuse, hideuse, semblable à un alien. Le Galantyrannus, surnommé Rexé, le monstre responsable de la tragédie du laboratoire des années auparavant. Leur unique échappatoire était désormais un tunnel menant au port, où se trouvait un bateau de secours. Mais le Furidraco ne comptait pas les laisser partir. Après un combat acharné, ils réussirent à l'abattre et atteignirent l'extrémité du tunnel, seulement pour être bloqués par une porte à verrou. Le panneau de commande était juste derrière, mais trop étroit pour un adulte. Alors que le deuxième Furidraco approchait, la fillette du groupe se glissa à travers l'ouverture et parvint à ouvrir la porte. À cet instant, le Galantyrannus apparut, son énorme mâchoire prête à la dévorer. Mais une lueur aveuglante surgit soudain. Martin, qui s'était enfui plus tôt, revint en voiture et fonça droit sur le monstre. Il tenta de lui écraser la tête en vain, et mourut sur le coup. Profitant du chaos, les survivants coururent jusqu'au quai. Le Galantyrannus, infatigable, les poursuivit jusque-là. Alors que tout semblait perdu, Maher alluma un bâton lumineux, se sacrifia comme l'heure, et plongea dans l'eau glaciale pour attirer le monstre au loin. Le temps qu'il revienne sur ses pas, les autres avaient embarqué et quitté le port à bord du yacht. Regardant la mer en silence, tous comprirent que Maher s'était sacrifié pour eux. Mais soudain, une fusée éclairante fendit la nuit, Maher était vivant. Bien que le film ne précise pas comment il échappa à la gueule du monstre, un tel acte d'héroïsme méritait la vie. Après ces épreuves de vie et de mort, chacun trouva un nouveau sens à la vie. Quant à Wawa, elle décida de renoncer à la récompense colossale et de rendre publics les échantillons de sang, afin que cette découverte serve enfin toute l'humanité.